Dans ce nouvel épisode, on a la chance de recevoir un grand nom du lacrosse québécois, puisqu'il s'agit de Max Murdoch. Joueur emblématique de McGill, il nous partage sa passion pour le lacrosse, de sa carrière de joueur jusqu'à son poste d'assistant coach. Son implication dans le lacrosse français, pourquoi il a refusé d'être professionnel, et plein d'autres anecdotes très intéressantes. Bonne écoute! Hey, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Relax, le podcast spécialisé dans le lacrosse. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir avec nous une sommité du lacrosse québécois, puisqu'il s'agit de Max Murdoch. Max, salut, ça va? Oui, ça va très bien. Et toi, Kev? Ça va, super. Je te remercie de nous accorder du temps. Je sais que tu es énormément occupé, donc ça me fait énormément plaisir que tu prennes un peu de ton temps pour venir avec nous. Pas de problème, pas de problème. Merci. Max, je vais laisser te. Alors, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent, qui te connaissent, mais pour ceux qui ne te connaissent pas encore, je vais te laisser te présenter rapidement. Oui, certainement. C'est ça, moi, c'est Max Murdoch. Je suis né à Montréal, grandi avec une mère québécoise et un père américain. Donc, c'est la base, là. C'est sûr qu'il y a d'autres choses, mais je pense qu'on va y aller plus en détail bientôt. Yes. Ok, ça marche. Euh, Max, où, quand et comment est-ce que tu découvres le lacrosse? Dans le fond, c'est mon père. Lui a joué, dans le fond, lui a grandi au New Jersey, aux États-Unis. Euh, Il a joué tu sais, quand il était jeune et aussi à universitaire. Donc, c'est vraiment lui tu sais, qui m'a montré ce sport quand j'étais jeune. Tu sais, je jouais vraiment à tous les sports quand j'étais petit. Je dirais, tu sais, 4-5 ans, il me donnait un bâton, puis on jouait dans le parc. Et de là, il m'a inscrit dans le box lacrosse quand j'avais 7 ans. Donc, la première fois que j'ai joué dans un match, dans une ligue, c'était 7 ans, mais ouais, ça venait vraiment de mon père. Ok, super. Tu as dit que tu avais fait d'autres sports. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que tu as fait comme sport? Ouais, certainement. Ben, dans le fond, j'en fais encore beaucoup du ski. C'est quelque chose que, en fait, c'était plus ma mère qui faisait beaucoup de ski. Donc, tu sais, dès que j'avais à peu près 3 ans, j'étais dans des cours de ski. Donc, j'ai fait ça assez longtemps. J'étais même un moniteur de ski quand j'étais un petit peu plus vieux. Et maintenant, c'est une belle activité que j'aime faire la fin de semaine avec des amis ou même avec de la famille. Mais tu sais, les autres sports, vraiment des trucs de base, c'est le football, le football, le soccer, un petit peu le football américain quand j'étais au secondaire. Euh, et un petit peu de tout, tu sais, quand tu vas dans des camps d'été, là, tu joues un peu à tous les sports. Tu as joué un petit peu au hockey aussi ou pas? Ok, ouais, un peu Ouais. hockey. J'ai joué pas un super haut niveau. C'est sûr que mes parents, ils n'ont pas joué. Donc, moi, c'était vraiment plus le ski les fins de semaine. Et le hockey, je le jouais, mais c'était pas intensément, là. Tu sais, c'était vraiment Ouais, des ligues. ouais, les garages, on peut appeler ça comme ça, c'est ça? Ouais, un peu garage, ouais, c'est Ouais, ça. un petit peu, ouais, Donc, ligue de garage. c'est peut-être quelque chose que je pense que j'aurais été bon, mais le hockey, ça prend. Au Canada aussi, tu dois vraiment avoir des parents qui sont prêts à tout donner pour ça. Et tu sais, mes parents, c'était juste pas dans leur. Ils connaissaient pas vraiment, donc. Mais ouais, un peu d'hockey, c'est sûr. Ok, super. Bon, ben on va parler un petit peu de ta carrière lacrosse. Comme j'ai dit dans l'introduction, tu es quand même une sommité en termes de lacrosse au Québec. La première fois que tu as touché un bâton, tu dois avoir 7 ans, c'est ça. Tu as joué au box lacrosse. Après, comment ta carrière elle évolue? Est-ce que tu fais du lacrosse scolaire et extrascolaire ou que du scolaire? Dans le fond, c'était vraiment. Donc, c'est ça. Ça a commencé vraiment dans les ligues. Il y avait une ligue à Montréal, c'était la ligue de West Island. Ça existe encore. Vraiment une ligue de boxe lacrosse. Donc, c'est ça. La première fois que j'ai joué dans une ligue, dans un match, c'était là. Et ensuite, les prochaines années, j'ai joué au box et au field, les deux. Vraiment dans des ligues plus tu sais, de ville. Dans le fond, mon père était impliqué dans une ligue. En fait, c'est Westmount, la ville, ça s'appelait.
Puis on a commencé, tu sais, lui, il a commencé une ligue de cross ici. Donc, tu sais, j'ai commencé quand j'étais jeune, jouais dans les deux. Euh, Ensuite, tu sais, de plus en plus, quand j'étais un petit peu plus vieux, je dirais peut-être de 10, 11 à peut-être 15, 16 ans. Les étés, j'allais jouer pour une équipe aux États-Unis. Donc, j'habitais chez mes grands-parents, ils habitaient au New Jersey et j'ai joué pour une équipe qui s'appelait Tri-State. Donc, je dirais un bon 3, 4 étés de suite, j'ai joué avec eux et c'est vraiment là où j'ai découvert. Ben, en fait, c'est là où j'ai vraiment eu des bons coachs qui m'ont appris des choses que on n'avait juste pas appris ici. Euh, donc, je dirais que dans le fond, le secondaire où j'ai été, il n'y avait pas la crosse. Donc, moi, c'était vraiment jouer dans les villes, dans les ligues de ville, le boxe. C'était jamais vraiment à l'école. Donc, c'est sûr que moi, mon secondaire, c'était plus un secondaire de football. Donc, j'étais un peu spécial dans l'école. Tu sais, moi, je partais jouer à la crosse, puis les gens, ils comprenaient pas vraiment, mais tu sais, j'étais assez déjà bon à cet âge-là. Euh, Ensuite, après le secondaire, ici au Québec, j'ai fait une année au prep school aux États-Unis, à une école qui s'appelle IMG Academy. Donc, une grosse une grosse académie de sport. Dans le fond, j'ai eu une bourse pour y aller. J'ai fait ma dernière année américaine. Donc, le secondaire au Québec, ça finit, pour traduire en termes américains, ça serait la 11e année. Et là, je faisais ma 12e année senior de high school là-bas. Euh, donc, ça, c'était une grosse année. Je veux dire, on avait une très bonne équipe. On était classé, à la fin, on était classé 6e aux États-Unis. Certains gros joueurs sur l'équipe, si jamais vous connaissez Tehoga, Nanticoke, qui joue maintenant il joue pour les Bandits. C'était sa première année quand moi j'étais là. Et c'est ça, on a perdu 4 matchs, tout de un but. Donc, je pense que on aurait pu facilement être la meilleure équipe. Même, en fait, on a joué l'équipe classée numéro 2 dans le pays qui s'appelait McDonough. On les a battus. Et là, le lendemain, on jouait contre une équipe qui s'appelait Haverford, qui était classée numéro 1 au pays. On a perdu par un but. Et eux, ils ont fini la saison sans défaite, puis ils étaient classés numéro 1 dans le pays. Donc ça, c'était une année relativement rapide, mais beaucoup d'expérience acquise. Ça, c'était 2014-2015. Et j'avais une option de rester une autre année supplémentaire, mais j'ai appliqué à des universités canadiennes comme option parce que je me faisais recruter pour aller aux États-Unis, mais beaucoup des écoles voulaient que je fasse une autre année post-grad, ça s'appelle PG. Donc vraiment comme juste une autre année pour s'entraîner. Et tu peux faire des crédits universitaires aussi en même temps. Mais dans le fond, j'ai appliqué à une couple d'écoles au Canada, entre autres McGill. Et je suis rentré, donc je me suis dit, regarde, je vais juste aller à l'université. Euh, il y avait plusieurs raisons financières, académiques, il y avait plein d'affaires. Mais j'ai pris ma décision de venir à McGill. De là, j'ai fait une année de supplémentaire, donc j'ai fait 5 années, 5 saisons, de 2015 à 2019. Et, euh, et ouais, c'est pas mal ça. Puis ça a fini là, la carrière de joueur. Et là, j'ai commencé un peu le coaching après ça, une couple d'années après. Donc, ouais, c'est pas mal ça en bref. Ok, super. Rapidement, comment ça se passe ton recrutement à McGill? Est-ce que c'est toi qui te propose et on t'accepte ou est-ce qu'il faut que tu fasses des essais avant? Comment ça se passe? C'est sûr que pour moi, c'était. En fait, pour n'importe quel joueur en général, c'est vraiment. Il y a beaucoup de vidéos, tu sais, des highlights. Mais une des choses les plus importantes, c'est les bonnes notes. Vu que c'est une très bonne école, c'est difficile de rentrer, donc on peut pas rentrer n'importe quel élève, n'importe quel joueur, même s'ils sont très bons. Tu sais, ils ont des limites très dures sur les notes. Tu sais, c'est classé mondialement, je pense, c'est autour de 25-30e. Donc, c'est une école qui, si t'as pas les notes,
tu vas simplement pas rentrer. Donc, c'est vraiment quelque chose que c'est la question numéro un qu'on pose, là, c'est quoi tes notes? Moi, personnellement, c'était unique parce que mon père était sur le staff des coachs. Donc, c'est sûr qu'il me connaissait bien déjà. Et donc, c'était tout le temps pour moi, dans ma tête, c'était tout le temps une option de venir jouer à McGill si j'étais capable de rentrer. Et en général, là, je suis un coach assistant à McGill. C'est sûr que les joueurs au Québec, les joueurs autour de Montréal, on a une bonne, on a une bonne prise sur qui est bon, qui est pas bon, qui a potentiellement les notes pour rentrer ou non. Donc, en général, on connaît assez bien les locales, les locaux. C'est vrai que McGill, ça, alors je sais pas si on vous appréciez quand on dit ça ou pas, mais c'est que McGill, ça a quand même la réputation d'être un petit peu le Harvard canadien. T'as déjà entendu parler de ça ou pas? C'est ça qu'ils disent. C'est ça qu'ils C'est disent. ce que j'ai entendu. Euh, ouais, je sais pas. C'est un peu. C'est un peu exagéré. Je veux dire, il y a d'autres très bonnes écoles au Canada, mais je pense que la marque internationale est assez forte. Puis il y a des gens qui disent ça, donc c'est assez drôle. C'est pour ça, moi, je voulais ton avis. Je sais que j'ai déjà entendu ce nom-là, donc Ouais. on va rester sur McGill. À quoi ça ressemble une semaine type quand tu es étudiant athlète Ouais, donc je te donne un exemple. Donc nous, dans le fond, nos saisons, c'est l'automne, qui est différent de division, les divisions américaines, vu que tu sais, il fait assez froid, puis il y a de la neige et ça serait trop compliqué à avoir la saison au printemps. Donc l'automne, donc ça veut dire que tu commences l'année, tu commences directement dans ta saison. Je dirais que d'habitude, il y a un petit camp de pré-saison un peu, je dirais en août. Donc peut-être les 2 dernières semaines de août, la dernière semaine de août. Donc tu arrives un peu avant que l'école commence. Tu fais juste la crosse une ou deux fois par journée. Tu te mets en forme, on commence directement la saison. Ensuite, en général, tu sais, il y a des fêtes début de semestre étudiant, donc les semaines pour les premières années et tout ça. Donc ça, avec notre équipe, on essaie de tout le temps construire l'horaire autour des joueurs et tu sais, pour qu'ils soient capables de socialiser aussi entre eux. Donc c'est sûr que c'est quelque chose qui est important pour nous. Et dès que ça c'est fini, tu sais, on rentre vraiment dans ces modes, les pratiques pour nous, les soirées en général. Donc, tu sais, une pratique typique, ça serait peut-être 6 heures PM à 8 9 heures, ça serait le plus tard pour une pratique. Donc, tu sais, tu fais tes cours durant la journée, tu fais ta pratique et c'est une journée de semaine normale. Euh, Ensuite, là, en général, c'est plus les fins de semaine qu'on a des matchs. De temps en temps, on a un match le jeudi soir ou un jour de semaine, mais en général, la fin de semaine. Et c'est pas mal comme ça. Donc, t'essaies de gérer les deux, tes cours, tes projets à remettre. Donc, c'est beaucoup, tu sais, c'est assez chargé l'automne. Notre saison termine début novembre. Donc, tu termines la crosse, ensuite tu as un peu de temps avant tes examens finaux. Donc, ça a l'air de ça l'automne. Le printemps, c'est plus le off-season. On a des entraînements durant la semaine, plus le matin. Mais c'est plus relax, là, c'est plus relax l'off-season. Combien de championnats tu as gagné avec McGill? Moi, j'en ai gagné un. C'était Mhm. ma première saison en Ouais. 2015. On a gagné, en fait, on était 15-0. C'est drôle que je mentionne cette équipe-là parce que récemment, là, on va rentrer dans le Hall of Fame de McGill. Donc, il va y avoir des histoires bientôt. Là, c'est sorti, ça fait une couple de semaines. Mais cet automne, là, ça va faire 10 ans de cette équipe. Donc, c'était une belle saison. Et les autres saisons, on était proches, mais souvent, on perdait dans les demi. On a perdu beaucoup de fois en demi-finale contre Western. Puis eux, ils ont fini par gagner à chaque fois qu'ils nous battaient. Donc, Ok. euh, Et du coup, on était proches.
Ok, ouais, je vois. Ta bague de championnat, du coup, t'en as une ou pas? Ouais, j'en ai une. Elle est pas avec moi, malheureusement. Ouais, Mais mais ouais, si j'aurais su, là, je serais allé la chercher. Là, je pense qu'il y a chez mes parents. Ouais, c'est pas grave. Dis-moi, est-ce qu'il y a un club enfin, où il existe une rivalité entre McGill et une autre université? Ouais, je dirais que dans notre propre. Donc, il y a vraiment deux conférences, Est-Ouest. Nous, notre conférence, on a. Tu sais, c'est un petit peu plus Québec et l'Est ontarien. Je dirais qu'il y a Bishops, c'était une rivalité ok, euh, qui, pendant longtemps, c'était une grosse rivalité, vu qu'on est les deux seules équipes au Québec dans la Ligue. Et tu sais, les matchs dans le temps, ils étaient un petit peu plus serrés. Depuis que moi j'ai commencé à jouer, je pense qu'on a juste perdu une fois contre eux. Donc, oui, les matchs ils peuvent être serrés, mais en général, on les bat plus souvent. Donc, je pense qu'il y a une autre équipe qui est devenue un petit peu plus le rival. Euh, Cette équipe, c'est Trent, Université Trent. Eux, souvent, tu sais, c'est des matchs qui terminent un, deux buts, soit un bord ou de l'autre. Donc, ça, c'est vraiment une équipe où la rivalité, c'est vraiment juste parce que on se contrebat et souvent c'est pour gagner la conférence. Donc moi, ok, pour moi personnellement, c'était notre plus gros rival dans notre conférence durant la saison régulière. Mais puis là, ensuite, notre autre rival dans les séries, c'est Western. Comme j'ai dit, ils nous ont battus plusieurs fois en demi-finale pour ensuite gagner. Donc ça, on a perdu souvent contre eux dans les séries. ok, ça marche. Mais on va dire quand même que McGill, c'est quand même l'une des meilleures universitaires canadiennes, on est d'accord? Ouais, certainement. Je pense que en termes de victoires et défaites, on est vraiment au top. C'est sûr que tu sais, je pense que il y a plusieurs années qu'on aurait pu gagner et tu sais, on n'a pas gagné. C'est des fois tu perds en demi-finale, tu perds de un but, puis c'est la réalité. Tu sais, tu peux te dire oui, on aurait pu passer et gagner la finale, mais c'est ça la crosse. Tu peux pas tout contrôler. Mais c'est ça. Je pense que sais, on a gagné, l'équipe McGill, on a gagné en 2012 aussi. Donc, de 2012 à 2015, c'était des belles années où 2015-2012, on a gagné et 2013-2014, on a perdu en finale. Donc, c'était quand même, tu sais, on était souvent là jusqu'à la fin. Euh, Ensuite, c'est sûr tu sais, comme je t'ai dit, là, moi, quand j'étais là, je pense que c'était trois années de suite, on a perdu contre Western en demi-finale. Donc, et qu'ensuite, eux, ils gagnent en finale. Donc, je pense que dans notre ligue, souvent, ce match-up-là, la demi-finale contre Western, c'est quasiment la finale parce que le gagnant est fini par gagner. Vous avez fait quoi cette année? Vous êtes arrivé jusqu'au bout, c'est ça? Ouais, dans le fond, très similaire à ce que je viens de dire, on a perdu en demi-finale contre Western. En fait, c'était en quadruple overtime. Donc, c'était pas facile. Et c'est ça, moi, dans le fond, je suis assistant coach depuis, là, ça va faire 3 saisons. Donc, c'est, c'est sûr que c'est difficile à. C'est le genre de match où tu perds et tu penses à tous les trucs que tu aurais pu faire différemment. Mais si tu gagnes, tu penses à rien et tu te dis, ah, on a bien joué. Donc, c'était ça encore une fois là, contre Western et eux, ils ont fini par gagner en finale aussi. C'est Mhm. quoi la plus grosse différence entre quand tu es joueur sur le terrain et quand tu es assistant coach en dehors du terrain? Comment tu gères la frustration ou la victoire? Je pense que quand tu es joueur, euh, c'est plus facile dans le sens où tu fais juste jouer et soit que tu performes, soit que tu performes pas. Peut-être que tu es plus émotionnel après le match, tu es plus investi parce que tu es sur le terrain. Donc, comme coach, vu que tu peux pas physiquement avoir un impact sur le match, c'est plus tactique. C'est qui que tu utilises, c'est qui que tu utilises en certains moments clés. Tu vas utiliser quel jeu. Donc, souvent comme coach, tu dis, OK, ben, si on aurait pu faire ça, si on aurait pu faire ci, mais tu sais,
à la fin de l'histoire, c'est les joueurs qui sont responsables, qui sont sur le terrain. Donc, t'essayes comme coach de les mettre dans la meilleure situation. Donc, je pense que c'est ça la grosse différence. À quoi ça ressemble la structure à McGill? Est-ce que c'est un peu comme on s'imagine aux States avec des terrains incroyables, un gym incroyable, ou est-ce que c'est, on va dire, une petite structure avec un seul terrain? On a, je dirais que, en général, le sport canadien, c'est un petit peu moins d'argent que le sport américain. Ben, en fait, beaucoup moins. Donc, c'est juste, tu sais, souvent, il y a des écoles américaines comme un Alabama ou tu sais, des grosses écoles de football où ils mettent tout l'argent dans le football. Puis, en fait, c'est ça qui fait vraiment l'école. À McGill, c'est un petit peu, tu sais, c'est vraiment une école académique. Donc, oui, le sport, c'est important, mais c'est différent. Il y a moins d'argent. En termes de McGill, on a des très bons terrains de pratique. Dans le fond, le stade, c'est le stade Molson. C'est où l'équipe professionnelle de football canadien joue, les Alouettes de Montréal. C'est un très beau stade. Et là, on a un terrain de pratique un petit peu plus haut, un peu comme sur la montagne, à côté des résidences étudiantes pour les premières années. Donc, nos terrains sont très beaux. Je dirais que l'infrastructure pour le gymnase, sais, on a notre propre gym, mais c'est pas comme un truc super haute technologie. C'est vraiment comme un gym tu sais, normal. Tu as tous tes trucs, mais c'est pas immense. Donc, tu sais, je dirais que c'est en termes d'investissement, en termes d'argent, il y en a un petit peu moins, mais McGill, en termes d'école, c'est vraiment beau et tu sais, on a quand même des très beaux terrains. Je vais revenir un petit peu sur ta carrière de joueur, du coup. T'as fait Team Québec, toi, Max? Ouais, Tu as Team fait? Québec. Ouais. Ouais, j'ai fait Team Québec, Alors, U16 et U19, je pense. comment ça se passe ta sélection à Team Québec? Donc, en fait, c'est difficile pour moi de répondre parce que j'ai joué plusieurs fois, tu sais, mais Québec autour des, tu sais, j'ai joué boxe lacrosse, Pee-wee, Bantam. J'ai joué pour l'équipe Québec. Ensuite, au field, j'ai joué, je pense que c'était les U16 et les U19. Donc, il y avait plusieurs équipes, plusieurs coachs, gérants différents. Donc, tu sais, c'était très différent, je te dirais, même par année. Euh, mais en général, tu sais, c'est vraiment, il y a des camps de sélection. Puis, tu sais, tu fais le camp et tu sais, ils te rappellent. Puis, euh, je pense que c'est vraiment aussi de savoir c'est où ta position dans l'équipe, c'est quoi qu'ils veulent que tu fasses exactement. Tu sais, quand tu as 13 ans, et c'est une équipe de boxe, peut-être que tu es moins connu ou tu vas être utilisé différemment de ce que tu voudrais. Donc, mais c'est assez simple. Tu sais, c'est vraiment juste des camps d'entraînement et tu sais, tu dois être présent et ensuite, tu sais, quand tu es sélectionné, il y a des pratiques et tu te prépares pour le tournoi. Ok. Est-ce que t'as un super souvenir qui te revient de Team Québec? Euh, je pense que c'est sûr que j'ai plusieurs souvenirs qui me reviennent. Euh, je pense que le meilleur, je pense que c'était en 2013, je pense que c'était 2013 ou 2014. On était les U19 ou U18, je ne me rappelle plus de l'âge exactement. Euh, mais on jouait contre l'équipe Iroquois, donc amérindienne. Et on a fini par les battre de un but. C'est sûr que c'était peut-être pas la meilleure équipe en termes de joueurs qu'ils auraient pu mettre eux. Mais en même temps, tu sais, c'est vraiment, tu sais, c'est eux qui ont créé le sport, donc ils prennent il y a beaucoup de passion. Donc je me rappelle quand on a gagné ça, là, l'autre équipe était très fâchée. Mais je me rappelle, c'était une victoire où, tu sais, sur papier, tu te dis, ah, c'est étrange, les Québec, ils battent Iroquois. C'est comme, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc je pense que ça, c'était une belle victoire qu'on a eue. Et tu sais, quand je repense que j'ai même joué Québec, équipe Québec boxe, lacrosse et field, les deux. Au boxe, tu sais, des très beaux souvenirs. Juste du tournoi en général, il se passait souvent
à Whitby, en Ontario. Et c'était un événement très le fun où, tu sais, après une des soirées, toutes les équipes se rejoignent, puis tu fais des échanges d'équipements et des choses comme ça. Donc ça, c'était un autre beau souvenir. Max, en parlant de ça, de souvenirs, je vais te poser une question que enfin, j'apprécie toujours poser. C'est quoi le plus beau maillot selon toi que tu aies porté? Hmm, c'est une bonne question. Euh, c'est sûr que Euh, c'est sûr que quand j'étais à AMG, là, on était sponsored par Under Armour. Donc, on avait vraiment des bels équipements. J'utilise même des fois encore les gants que j'avais. Puis on changeait tout le temps. On avait deux casques différents, blanc, noir. On avait comme un casque noir mat, mais le grillage était en chrome bleu. Donc, je pense que ça doit être AMG, mais c'est aussi parce qu'ils ont beaucoup d'argent et on avait le droit à avoir d'équipements différents. Donc, Juste- ouais. Justement, comment ça se passe à McGill, l'équipement? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est des contrats et du coup tu as le matériel, on va dire, illimité? Ou est-ce que non, on te donne que ça et tu l'as que pour toute la saison? Non, c'est assez limité, je dirais. Tu sais, on est vraiment pas. L'école, je dirais qu'on est assez auto-fondé en termes d'argent. Tu sais, c'est vraiment les parents, ceux qui donnent l'argent pour assurer la survie de l'équipe. C'est ça un peu plus au Canada. Tu sais, l'école, il y a juste moins d'argent à mettre dans les équipes. Donc, je dirais, tu sais, c'est assez de base. Tu as tes propres trucs, mais tu vas avoir les casques, les gants, tous les trucs pour jouer les matchs, pratiquer aussi. Donc, je dirais en général, avant que la saison commence, on a une journée où on donne tous les trucs, les t-shirts, les shorts. On a comme une grosse journée où on a un meeting et on donne tout le matériel. C'est sûr que si tu étais déjà sur l'équipe, tu vas déjà peut-être avoir le casque ou les gants. Donc, c'est sûr que quand tu arrives comme première année, tu vas avoir un petit peu plus d'affaires. Ok. Et c'est quoi le pire maillot que tu aies vu ou que tu aies porté? Hmm, le pire. Moi, personnellement, moi, je trouve que celui de Bishop, il est vraiment laid, là. C'est comme un mauve. Puis Le violet là. ouais, c'est ça. Puis ceux qui portent récemment, c'est comme une espèce de mèche. C'est comme pas vraiment un. Ça se voit que c'est un mèche. Puis en tout cas, les chiffres sont un petit peu petits sur le maillot. Donc, Ok. c'est pas mon préféré, là. C'est celui qui porte depuis les dernières années. Donc, je suis pas un gros fan. T'es pas un grand fan. Non. Ça marche. Parfait. Là, du coup, maintenant, alors, on va revenir maintenant sur ta carrière coach. Tu es coach à McGill. Tu as été diplômé en 2020, c'est ça, 2019-2020, Ouais. juste avant le Covid. Mhm. Après, du coup, tu as commencé en 2023, c'est ça, ta carrière de coach, si je dis pas de Ouais. bêtises. Ben, dans le Com- fond, la première fois que j'ai coaché, j'ai coaché Équipe Québec. Je pense que c'était les 14 ans et moins. Ouf, l'année, ça va au moins faire 3 ans que j'ai fait ça. Donc, c'était avant McGill. Ça, Ok, c'était un peu comme un tournoi, c'était un tournoi canadien. Euh, mais en fait, la première fois à McGill, c'était euh, pas, pas l'automne 2020. Bah ouais, 2023. Donc, c'était la première saison que j'ai coaché. ok. Et là, maintenant, tu as également un rôle au sein de l'équipe de France, Ouais. c'est ça. Comment est-ce que ça se passe, on va dire ton recrutement? Et à quel moment tu dis, allez, vas-y, ça peut être une super opportunité? Enfin, comment ça se passe? Ouais, ouais, certainement. Ben, pour l'équipe France, là, c'est assez nouveau, là. Ça fait un petit peu plus d'un an que je serai impliqué. En fait, ça a commencé avec moi comme joueur. Il y avait certains joueurs à Montréal qui sont français, qui jouent sur l'équipe France. Il y a Keita et il y a Thomas. Donc, pour le tournoi, c'était le Heritage Cup. Ça se passait proche de Philadelphie l'année passée. Et ils m'ont dit, si tu veux venir jouer pour France, tu n'as pas besoin d'être français, tu as juste besoin t'as pas besoin d'un passeport français, tu peux venir jouer pour l'équipe. Je me suis dit, ah ben regarde, je peux parler français, tu sais, j'ai des ancêtres français, donc on va dire que c'est assez proche.
Donc, je vais venir jouer, pourquoi pas. Ça avait l'air assez amical. Euh, donc, j'ai joué pour eux l'année passée, c'était très le fun. Mais effectivement, là, donc, tu sais, vu que j'ai pas le passeport français, euh, pour moi, c'est plus logique d'être là comme coach. Donc, avec Dylan, on s'est dit, regarde, euh, tu me fais signe si tu as besoin de moi pour certains événements. Donc, on a gardé contact. Et dans le fond, vraiment, la première chose que j'ai fait pour France, c'était le AFL à Toulouse en décembre 2024. C'était vraiment le premier événement que j'ai fait pour eux comme coach. Donc, je pense que tu étais là. On avait beaucoup de joueurs français. Je pense qu'on était plus que ça. Donc ça, c'était vraiment incroyable. J'ai vraiment aimé ça, essayer, tu sais, utiliser le langage français pour apprendre la crosse, c'est pas quelque chose que j'ai pensé que j'aurais pu faire quand j'étais plus jeune. Et certains trucs après ça, j'ai coaché le tournoi au Portugal de Sixes. Et là, j'ai coaché le Heritage Cup là, qui était à Boston récemment en mai. Donc, c'est vraiment, France, c'est vraiment, si je suis disponible, je vais le faire. Donc, c'est un peu comme ça. C'est sûr que c'est tough des fois avec le travail, prendre des journées de congé. Mais j'aime ça et ça me permet de voyager et voir des nouvelles places que j'ai jamais été. Toi, quand tu arrives pour la première fois en France, à Toulouse, là, pour voir le monde de la crosse, Mhm. est-ce que tu es surpris ou pas? Est-ce que tu dis, waouh, en fait, il y a quand même beaucoup de joueurs comparé, voilà. Est-ce qu'il y a, est-ce que... Ouais, ben c'était quelque chose où tu sais, il m'en parlait un peu, les gens me disaient OK ben on a fait ça ici, on a fait ça là, Lille, d'autres places où il y a eu des événements. Mais il arrêtait pas de me dire que Toulouse ça va être le plus gros qui ont eu. Donc dans ma tête, j'étais pas sûr exactement à quoi m'attendre. Je pense que c'était assez tu sais, c'était assez similaire à ce que je pensais. Je pense que ce qui m'a surpris, c'était vraiment l'intérêt des joueurs et l'intérêt à apprendre de chaque joueur. Tu sais, des fois, t'apprends à du monde, je sais pas, au Canada, aux États-Unis, et s'ils sont plus jeunes, des fois, ils écoutent pas, ou tu sais, t'es pas trop sûr s'ils sont vraiment là mentalement. Et c'est sûr que, ben, je me rappelle, il y a eu de la grosse pluie la première pratique, donc c'était assez intense de rentrer directement, pluie, boue. C'est clair. C'était vraiment intéressant, mais j'ai aimé ça. Non, c'est vrai que c'était atroce. Moi, j'ai pas aimé. Ouais, En plus, la pluie était ouais très froide. c'était vraiment des températures extrêmes. Ouais, c'était quelque chose de voir autant de joueurs, autant de joueurs français là, regroupés sur le même terrain. Ok. Euh, c'est quoi qui t'a poussé à coacher, du coup? Euh, c'est une bonne question. Je pense que la crosse, c'est un de ces sports où euh, tu sais, t'apprends de quelqu'un d'autre et souvent, c'est des coachs qui vont t'apprendre pas juste des trucs de la crosse technique, mais aussi tu sais, des leçons de vie. Je pense que moi, tu sais, c'est un sport que je suis assez très connecté. J'ai été très connecté dans ma vie, donc je pense que redonner au sport, réapprendre aux gens, réapprendre aux enfants, tu sais, la technique et juste des instructions de base, je pense que c'est très important. Tu sais, si tu joues à un sport et tu as fini, tu quittes, tu sais, tu fais quoi après? Si tu redonnes rien au sport, je pense que c'est important. Donc, Ok. euh, dans plusieurs aspects, Ouais. mais je dirais que c'est l'aspect numéro un. Donc, et ensuite, pour moi, McGill, ben, vu que j'ai été là, j'ai une connexion avec cette équipe-là personnelle. Donc ça, c'était un peu différent. Mais je dirais que c'est ça, le redonner au sport. Euh, toi, là, actuellement, tu préfères plutôt avoir le rôle de coach ou le rôle de joueur? Tu sais, idéalement, j'aimerais ça être un joueur. C'est juste que, tu sais, la crosse, j'ai pas beaucoup d'opportunités de jouer et en fait, c'est plus de jouer à un haut niveau et de jouer pour quelque chose
qui veut dire quelque chose pour moi. Donc, tu sais, collégial, tu sais, on a essayé de gagner le championnat national canadien. Ça, c'était quelque chose où je pouvais être comme, OK, c'est ça notre but. C'est ça mon but quand je suis ici à McGill. C'est sûr avoir un diplôme et graduer, mais aussi athlétiquement, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Donc, un peu de, tu sais, si j'étais capable de jouer encore, ben, je peux jouer encore. C'est juste, il n'y a pas des millions de ligues par ici à Montréal où j'habite en ce moment. Je sais qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus de ligues d'été où il y a des très beaux joueurs. Donc, c'est vraiment juste le calibre. Je joue de temps en temps l'automne. Euh, En fait, c'est en même temps que le coaching, mais il y a une ligue de garage plus une ligue senior où je joue. C'est vraiment pour le fun. Donc, tu sais, j'adore ça jouer. Mais je sais que dans ma situation en ce moment, je pense que je peux avoir plus d'impact comme coach sur le sport. Donc, et c'est sûr que moi, je suis Canadien, j'ai la citoyenneté canadienne et américaine. Donc, c'est deux pays qui sont très difficiles en termes de joueurs de cross, de rentrer dans les équipes nationales. C'est pas vraiment possible. Euh, donc, si j'avais une autre nationalité où je pouvais jouer pour le pays, là, ça serait un peu différent, je pense. Euh, donc, c'est sûr que même jouer professionnellement, c'était quelque chose que je voulais faire quand j'étais plus jeune. Et c'était juste une de ces choses où ça paye pas incroyablement bien, la crosse. Et c'est quelque chose où tu dois te dire, OK, est-ce que j'essaie de faire ça ou est-ce que j'essaie d'avoir une vraie job et de rentrer un peu dans la vie plus normale. Donc, je dirais, ouais, je préfère joueur si je peux, mais là, en ce moment, je reconnais ma position. Ok, super. Justement, selon toi, c'est qui le meilleur joueur avec qui tu aies pu jouer ou contre qui tu aies pu jouer? Bon, un joueur qui t'a vraiment surpris. Sachant que je sais que toi, tu es un très bon joueur et que quand j'ai posé cette question à une personne, elle m'a répondu toi. Euh, je pense que je pense que le joueur le plus naturel, talentueux, naturel, c'est Tehoga. Tu sais, c'est le genre de joueur qui c'est difficile à expliquer comment il est bon. Tu vas pas vraiment le voir dans les matchs qu'il joue professionnels. Tu vas voir qu'il va faire des jeux incroyables, il va marquer, mais vraiment, quand tu joues avec lui à chaque journée, tu pratiques avec lui à chaque journée, c'est là où tu vois vraiment sa créativité. Tu sais, lui, il va te faire une passe sans te regarder. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois où je suis dans un match ou une pratique, il me fait une passe que lui, il regarde pas, moi, je le regarde pas, mais la balle, elle rentre directement dans mon bâton. Donc, ça m'est déjà arrivé. Donc, je pense en termes de talent naturel, vraiment naturellement, là, si j'avais à dire, c'est lui. Euh, Là, j'essaie de penser, tu sais, sûrement, en termes de nom, je pense que ça serait lui. Euh, et je veux donner d'autres noms, mais je pense que quand je pense à un gars, c'est lui, vraiment. Ok. Et c'est sûr que dans la Ligue canadienne, il y avait d'autres gars. Il y avait des gars sur McGill qui étaient incroyables. C'est des gars en défense avec qui j'ai joué. Il y a un gars, Ollie Bolsterly. Lui, il a joué professionnel. C'était un capitaine avec moi à McGill. Lui, c'était un des joueurs où tu sais, c'était tout le temps un bon match-up quand j'étais contre lui en pratique. Donc, en termes de un gars un contre un en pratique, toute ma carrière, lui, c'était un autre gars que je pourrais nommer. Bon, ouais, je dirais ça. En tant que coach, est-ce que pareil, tu as vu des joueurs qui ont du talent vraiment où tu fais waouh, celui-là, il peut être professionnel? Mhm. Ouais, 100%. Ouais, Je dirais que honnêtement, un gars récent, euh, c'est un gars qui a joué pour nous l'année passée à McGill. Il s'appelle Zach Bay. Euh, c'est très unique sa situation, mais en fait, il a joué au hockey. Il a joué au hockey. Il a arrêté la crosse, mais là, il a voulu revenir à la crosse, aller à l'université. Donc, notre autre assistant coach, Kevin Miao, il l'a recruté.
Il a joué pour nous la saison passée. Il a eu notre MVP. En fait, il a marqué le plus de points dans la ligue comme première année. C'est sûr que il était plus vieux, là. Il avait 21 ans comme première année, donc c'est pas, tu sais, en fait, techniquement, il était quand même éligible pour des prix et tout. Euh, Lui, je dirais que c'est un des gars, un des meilleurs joueurs que j'ai coaché, peut-être le meilleur en termes de pas juste talent naturel, mais de comment il se prépare mentalement et physiquement. Et malheureusement, on l'a perdu. Il transfère à Dartmouth aux États-Unis. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de coachs Division 1 euh, qui ont essayé de le faire transférer. Virginia, North Carolina, ils ont tout appelé, donné des bourses, faire visiter. Ça, c'est assez récent, je dirais que ça fait peut-être un mois. Mais finalement, il a décidé d'aller avec Dartmouth, une école dans l'Ivy League. Donc lui, c'était vraiment, académiquement, c'était quelque chose qui était très important pour lui et sa famille. Euh, mais en termes de joueur que j'ai coaché, là, je pense que lui, même là, quand il va être à Dartmouth, je pense qu'il va très, très bien jouer la saison qui approche là, en 2026. Et c'est un gars qui va falloir checker, là. On va essayer de le suivre, ouais. Ouais, On va essayer de ouais, suivre ça. exactement. Super. Max, tu avais dit qu'à un moment que tu t'aurais souhaité être professionnel. Est-ce que tu as quand même passé des tests pour passer pro ou pas? Ben, regarde, moi, c'est sûr que quand tu vas à IMG, c'est une école qui est très. C'est un peu style militaire où tu vas à l'école à peu près, ben nous c'était le matin, donc de 7h30 à midi à peu près, tu es tout le temps dans des cours. Là ensuite, ta journée, c'est très rigoureux. Donc ça m'a donné un peu une idée de ça serait quoi la division 1. La classe division 1, c'est beaucoup de temps par journée. C'est plus que le monde y pense. C'est 4-5 heures par jour dédiées à la classe, soit des pratiques, des entraînements, des films. Euh, Tu sais, quand j'étais à McGill, j'ai eu certains GM de la Ligue de boxe, de la NLL, qui m'ont dit c'est sûr tu peux faire un entraînement pour essayer de venir sur l'équipe. Donc, c'était quelque chose qui était potentiellement là. Mais j'ai moins joué au boxe dans mes dernières années. Il y avait juste il y a pas des millions d'options autour de Montréal en termes de haut niveau. C'était un peu la même affaire quand j'étais jeune. Donc, le circuit de boxe, euh, tu sais, je veux dire, j'ai joué ma première année dans le circuit québécois, c'était le junior. J'avais 17 ans, je pense que c'était ma première année. Puis, je pense que j'ai fini deuxième dans la ligue pour le pointage. Donc, c'était pas vraiment une ligue où j'aurais pu développer plus. Euh, et moi, je suis vraiment plus un joueur offensif. C'est sûr que dans la NLL, je suis juste, tu sais, euh, dans ma tête, dans mon corps, je suis pas vraiment un gars défensif. Donc, je pense que c'est quelque chose que si j'aurais vraiment voulu, j'aurais pu me forcer à jouer en défense. Et je suis un petit peu un plus grand gars, donc c'est quelque chose qu'il aime pour le boxe. Mais tu sais, j'ai réalisé que non, en fait, c'est pas vraiment quelque chose que je veux continuer. C'est sûr qu'il y a tout le temps la paix aussi. Tu sais, si t'as s'il y a des paix comme même le hockey, tu commences à penser, OK, ben, même peut-être un contrat d'entrée, tu es proche d'1 million par année. Là, tu commences à dire, OK, ben là, tu vas peut-être changer tes habitudes et tu vas vraiment, vraiment essayer. Mais là, on n'est pas rendu dans ces chiffres-là encore pour la crosse. Donc, peut-être dans le futur. Je pense que oui, dans le futur, ça va peut-être se rendre là, mais ça va prendre des années. C'est quoi ton équipe préférée? Je dirais, c'est ça. Donc, je dirais que moi, mon père, il a joué à Princeton. Donc, ça, c'est une équipe que je suis assez proche. Donc, tu sais, lui, je suis ça extrêmement proche. C'est sûr que je dirais McGill. Mais après McGill, je dirais Princeton, ouais. Ok. Et dans la ligue professionnelle, le boxe lacrosse, la NNL, t'as une équipe préférée?
Ben, Bucks, c'est sûr que j'aime les Buffalo. C'est ça, je jouais avec Tehoga, puis eux, ça fait Ok, trois années de suite qu'ils gagnent. ouais. Ils ont l'air d'une équipe qui sont un peu impossibles à battre. Puis, dans la PLL, j'ai pas vraiment une équipe préférée, mais tu sais, j'aime certains joueurs plus que d'autres, mais je suis pas vraiment connecté à une équipe plus que d'autres. Ok. Là, récemment, il y a une toute nouvelle équipe à Ottawa qui s'est créée. Tu t'es renseigné pour aller voir un match ou pas? Ben, en fait, moi, il y a eu un match il y a eu un match l'année passée au Québec, à Montréal. C'était New York contre Toronto. Et dans le fond, euh, il y avait des chances que l'équipe se ramène à Montréal, à Laval spécifiquement. C'est juste à côté de Montréal. Euh, donc, tu sais, le monde, il pensait un peu que ça allait être ça. Finalement, ça a déménagé à Ottawa. Euh, donc, tu sais, en général, je pense qu'en général, il y a à peu près un match par année. Il faut un match un peu de même pas d'exhibition. L'année passée, c'était un match de saison régulière. Il était juste joué à la Place Belle, à Laval. Donc, je dirais, tu sais, si je veux vraiment aller voir un bon match de cross, j'irai pas à Ottawa. C'est un peu, ben, c'est à 2 heures, là, c'est pas à côté. Euh, J'irai peut-être voir un match de boxe à cross de Ganawagé. Euh, tu sais, sûrement l'équipe senior, j'ai des amis qui jouent sur l'équipe. Donc, c'est physique, il y a des buts. Donc, si je veux aller voir un match, je vais aller voir ça. Ok. Toi, je sais que tu joues encore un petit peu. Vous avez été champion l'année dernière avec ton équipe de boxe lacrosse, je sais. Ah oui, oui, oui. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'était dans la Ligue québécoise La Ligue C. senior. Ouais, Ouais. donc Yes. j'ai pas joué toute la saison, mais j'ai joué certains matchs et j'ai joué dans le dernier week-end. Non, c'est le fun. C'est la même équipe avec qui je joue en automne là, quand on joue au field aussi. Yes. Euh, Euh, donc Avec Keita non, et c'est le tout, fun. ouais. Ouais, exactement, ouais. Ouais, ouais, Mm, ouais. mm. Big up à lui s'il écoute. Ouais, exactement. C'est quoi Alors, je vais te demander tes meilleurs souvenirs que tu aies au lacrosse, que ce soit dans un premier temps en tant que joueur, et ensuite, ben, maintenant, du coup, en tant que coach. Honnêtement, je pense qu'il y en a tellement beaucoup, ça faisait tellement partie de ma vie. Mais je pense que c'est c'est- c'est plusieurs souvenirs en un, mais c'est vraiment tous les amis que j'ai pu faire à travers les années, des gars avec qui j'ai joué, tu sais, même si c'était un an pendant plusieurs années, c'est des connexions qui sont très spéciales pour moi et je pense que pour plusieurs joueurs de cross, tu sais, quand tu fais même une saison où tu pratiques à chaque journée, tu t'entraînes, tu as tout un but commun, ça te rapproche beaucoup de la personne. Donc, j'ai beaucoup d'amis. Tu sais, je suis content que je peux dire que j'ai beaucoup d'amis qui vivent un peu partout dans le monde, beaucoup au Canada, aux États-Unis, que, tu sais, même si c'est des personnes avec qui, tu sais, on se parle pas à chaque journée, c'est des personnes, si je revois ou que, tu sais, s'il y a quelque chose, je sais que c'est un ami très proche. Tu sais, c'est quelqu'un que, peut-être qu'on s'est pas parlé, ça fait 5 ans, mais je sais qu'on est très proches parce que on a joué ensemble puis on a eu une bonne chimie. Donc, je pense que c'est vraiment toutes les connexions, tous les amis que j'ai pu faire à travers les années comme joueur. Ça, je dirais que c'est pas un souvenir, là, mais c'est comme un truc positif dans le même genre. Euh, En termes de coaching, euh, ben, regarde, cette année, on a eu notre équipe, on a gagné un prix. Ça s'appelle le Harry Griffiths Award. Donc, dans le fond, c'est remis à l'équipe. Euh, donc, il y a un truc au Canada, ça s'appelle U-Sports. C'est un peu comme certaines équipes en font partie, le football. C'est vraiment quand les sports sont complètement à travers le Canada. Donc, nous, notre ligue, elle fait pas partie de le U-Sports. Donc, il y a un prix qui est donné à la meilleure équipe
à McGill qui sont pas dans le U-Sports. Donc, cette année, on l'a reçu. On a gagné. En fait, on n'a pas perdu un match en saison régulière. Et c'est ça, comme j'ai dit tantôt, on a perdu en quadruple overtime à Western, qui ont fini par gagner le championnat. Mais, tu sais, je pense que ça prouve que, tu sais, on a eu une très belle saison, même si on n'a pas tout gagné. Donc, je pense qu'on est, tu sais, on est content de ce qu'on a pu faire. Ok, ouais, je vois carrément. C'est génial. Moi, je t'avoue que je suis un grand fan de McGill aussi. J'essaye de suivre un petit peu. Donc, franchement, ça fait toujours plaisir Mm, d'entendre que parfait. tes meilleurs souvenirs soient, en tant que coach soient là, quoi. Parce que tu aurais pu nous Ouais, parler, je sais pas, peut-être certainement. de ton voyage au Portugal, non, et ça fait vraiment plaisir, tu vois, que ce soit vraiment un Ben, McGill. ouais, ben, tu sais, honnêtement, j'ai eu des très beaux souvenirs de mes temps avec mes événements à Équipe France, mais vu que c'est plus, c'est juste moins de temps passé dans un endroit. Donc, tu sais, à McGill, c'est ta saison, c'est de août à Ouais, non. novembre. Presque à chaque journée, t'es là, t'es en train de coacher. Et pour nous, on se fait pas vraiment payer. Donc, c'est vraiment minime. Donc, c'est vraiment, tu fais ça parce que t'adores l'équipe, t'adores les joueurs. Tu veux vraiment, tu veux vraiment faire une différence. Donc, je pense que c'est juste le travail autour, tu sais, à travers l'année, à travers les mois, que là, tu sais, finalement, tu peux avoir un, c'est sûr que gagner la Ligue, c'est le prix final que tu veux vraiment recevoir. Mais je pense que de voir l'équipe progresser, voir les joueurs progresser, c'est ça que tu aimes voir aussi. Tout à l'heure, je t'ai demandé à quoi ça ressemble une journée type de joueur de lacrosse quand tu es à McGill. À quoi ça ressemble une journée, enfin, une semaine type quand quand tu es coach. Ouais, donc, tu sais, c'est sûr que il y a un petit peu plus de planification. Je dirais que une semaine typique, je dirais qu'on va pratiquer. On va essayer de pratiquer. En général, je vais peut-être dire 4 sur 5 jours, on va avoir une pratique. Et là, il va y avoir un mélange de au moins une session de film, de review. En général, c'est peut-être le match que tu viens de jouer la fin de semaine ou un mélange de le match que tu viens de jouer avec peut-être l'adversaire que tu vas voir la semaine après. Donc, tu sais, en termes de coach, comme je te dis, on est vraiment pas. C'est vraiment, c'est vraiment en tant que bénévole. Je veux dire, on se fait payer très, très minimalement ou dans le fond, c'est être bénévole, là. Je veux dire, le montant qu'on se fait payer, c'est vraiment plus pour nos dépenses et tout. Donc, tu sais, tu fais ta job de jour et tu vas directement à ta pratique et tu sais, tu prépares la semaine d'avant ou même la journée même, tu parles avec les autres coachs, tu essaies d'avoir un esprit d'équipe avec ça aussi, de voir, OK, on veut travailler sur quoi aujourd'hui, on veut travailler sur quoi cette semaine. Et je dirais que de semaine en semaine, ça va changer dépendamment de qu'est-ce qui vient de se passer dans le match. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on faisait pas bien, qu'on doit voir, ou peut-être que le vibe en général de l'équipe, peut-être que tu veux que ça change cette semaine, peut-être que tu veux changer ce que tu fais dans ta pratique. Donc, je pense que en termes de ce qu'on fait sur le terrain, ça va changer. Mais c'est pas mal ça. Et là, les fins de semaine, il y a les matchs. Donc, c'est soit que tu as un match à la maison, soit que tu es sur la route. Euh, Quand on est sur la route, en général, il y a deux équipes à Ottawa, donc ça, c'est juste à 2 heures d'ici. Bishops aussi, c'est à 2 heures. Il y a certaines équipes qui c'est un petit peu plus loin. Queens, Trent, t'es plus dans les 3 à 5 heures. Donc, je dirais qu'on a certaines fins de semaine où on fait comme un petit voyage, où on va jouer par exemple 2 matchs en 2 jours. Et souvent, ce qu'on fait à McGill aussi, c'est qu'on a un match d'exhibition avec une équipe de la NCAA. Donc, récemment, on a une belle complicité avec l'Université du Vermont. C'est très proche aussi, c'est facile pour nous d'y aller. Ouais, donc ça fait c'est plusieurs années qu'on a joué. Même quand moi j'étais joueur, j'ai joué contre eux. Et maintenant, ça continue comme coach. Donc, c'est vraiment une façon de jouer contre un adversaire c'est sûr, tu le sais, ils sont meilleurs que toi.
Mais ça expose un peu les mauvais côtés de ton équipe et tu peux pratiquer avec toute cette information-là. Ok. Comment ça se passe du coup les voyages justement quand vous partez assez loin vous y allez en bus, c'est ça? C'est du bus et après vous Ouais, dormez là-bas ou vous rentrez directement? ouais, ouais, c'est vraiment du bus. Tu sais, je dirais, si c'est un match seulement à 2 heures, on va juste faire l'aller-retour. Euh, de temps en temps, quand c'est plus loin, en particulier Trent, c'est sûr on doit rester au moins une soirée. Ouais, c'est pas mal ça. Tu sais, rien de fou, là. Hôtel basic. Tu sais, on va dire que si on a un match samedi à Kingston, on part le matin, on joue le match, le lendemain, on reprend le bus, ou même la soirée même, on part en bus, tu sais, on reste dans la prochaine ville, on joue le match, on revient. Donc, on essaie de garder ça, on essaie de garder ça assez serré, mais en même temps, de donner une chance aux joueurs tu sais, de récupérer, pas être trop dans l'autobus en même temps, parce que ça peut nuire un peu. Ok. Ouais, il faut quand même avoir ce management-là, tu vois, ouais, l'anticipation de se dire, ouais, il faut que ménager les joueurs et tout. Ouais. C'est vrai que nous, on voit pas ça, mais Mhm, effectivement, ouais. C'est que tous ces mhm. voyages, ça fatigue quand même énormément, ouais. C'est sûr. Ouais, et tu sais pas vraiment quand tu es un joueur, tu sais, mais tu sais, quand tu es dans l'autobus pendant 5 heures, tu sais, c'est difficile de juste sortir de l'autobus puis de jouer un match. Tu sais. Tu dis, il y a une expression en anglais, c'est bus legs. Donc, t'es juste, c'est vraiment ça. T'es pas à 100%, même si tu penses que Ouais, t'es à 100%, là, t'es un peu lent. ouais, Bus League, pas mal. Ouais. Ok, super. Je reviens rapidement. Là, Max, je sais que tu joues encore un petit peu. C'est quoi, du coup, quelles sont tes armes quand tu joues? Alors, quand je dis quelles sont tes armes, c'est un petit peu. C'est avec quoi tu joues? Avec quel équipement tu joues? Ta Ouais, tête et l'équipement. ta tête Ouais, ouais. et ton shaft. Je peux. Dans le fond, j'ai deux shafts que j'utilise depuis longtemps. C'est des Warrior Dolomite Diamond. Donc, ça n'existe plus. Je pense qu'il y a une nouvelle version de ça maintenant. Mais c'est vraiment des vieux shafts, mais j'aime vraiment le feel. Puis, sont pas cassés. Euh, J'en ai déjà cassé, là, mais je pense que j'en ai un qui est assez relativement en bon état. La tête en ce moment. Je pense que c'est aussi Warrior. Euh, Donne-moi une seconde, je vais checker. Ma tête est juste là. Vas-y, il n'y a pas de souci. C'est En ce moment, j'utilise un STX Stallion. Ok, ouais. Mais pendant longtemps, j'ai joué avec le Brian Clutch comme tête. Ouais, la Euh, clutch, ça, ouais, ça, je l'avais celle-ci. ouais, ça n'existe plus. Mais c'est quelque chose que j'ai joué avec ça pendant beaucoup d'années, là. Ouais, Euh, elle est sympa celle-ci, j'aime bien. Ouais, j'essaie de penser d'autres trucs. Tu sais, des clés, j'utilise je pense que c'est des A10 que j'aime bien. Ou j'ai aussi des New Balance, Ouais, des Freeze qui sont assez confortables. Donc, j'ai comme deux paires que j'utilise. C'est sûr que quand tu joues de temps en temps, t'as moins besoin d'avoir l'équipement complètement neuf. ouais, c'est sûr. Euh, et tu sais, les autres trucs que je porte, c'est vraiment des trucs, tu sais, des équipements que j'ai portés à travers les années. Tu sais, j'ai des gants STX de McGill, des gants Under Armour de AMG que j'utilise encore. Le casque, un casque Cascade que j'utilise encore de McGill. Euh, J'essaie de passer les coudes, je pense que c'est des STX aussi. Des Cell, je pense que ça s'appelle. Mais c'est pas mal ça. Il y a certains de mes équipements que j'utilise depuis très longtemps, puis ça fonctionne Ok, encore. ok, super. Comment tu fais toi pour te procurer du matos là à Montréal? Est-ce que c'est assez simple ou est-ce que tu es obligé de galérer? Pour acheter de l'équipement, Ouais, ouais. Où est-ce que tu trouves ton équipement en général? T'as bien vu, en fait, ouais, ben, moi je pense que t'as bien vu, en France c'est très compliqué de se fournir. ouais. Honnêtement, c'est pas super simple non plus. On n'a pas.
on n'a pas des millions de magasins de lacrosse proches. Donc, je dirais en général, même quand j'étais plus jeune, c'était souvent en ligne. De temps en temps, tu fais un tournoi aux États-Unis, tu es capable d'acheter quelque chose là. Mais honnêtement, là, quand je dois acheter quelque chose, c'est vraiment en ligne. C'est parce que tu vas avoir tu sais, peut-être que ça va être un peu plus cher, mais tu vas avoir plus d'options. C'est où le plus loin que tu as été, Max, pour jouer au lacrosse? T'as dit que tu avais Le été plus jouer aux loin, États-Unis. Ouais, le plus loin que euh, tu été. ben, c'est sûr que quand je joue en Floride, tu sais, Ah c'est ouais. assez loin. Un autre truc que j'ai fait qui était loin en termes de voyage, euh, quand je jouais pour l'équipe Tri-State au New Jersey, on a fait un tournoi à Notre Dame, en Indiana. Et on a pris le bus du New Jersey. On est allé directement à Indiana. C'était incroyablement long comme voyage, là. Je pense que je sais pas c'était combien d'heures, là, mais c'était facilement 12 à 15 heures. Euh, donc, en termes d'être dans un bus pour aller jouer, là, je pense que ça, c'était peut-être le plus loin. Ah, c'est clair, ouais. Et c'est où le plus bel endroit où c'est que tu te sois retrouvé à jouer? Vraiment un endroit mythique où tu fais waouh, ouais, c'est l'endroit le mythique du lacrosse. Ben, en fait, avec le Tri-State, tu joues des beaux tournois l'été. Il y a un tournoi que j'ai joué, que ça s'appelle Champ Camp. C'est au Baltimore. Et avec ce tournoi-là, le terrain de Hopkins, c'est juste un terrain où tu peux jouer. Donc, tu sais, jouer sur ce terrain-là, c'est assez spécial. Tu sais, le Hall of Fame de la crosse est à côté. C'est un terrain qui est, tu sais, très connu dans le monde de crosse. Donc, tu sais, le Homewood Field, je pense que ça, c'est un des terrains où j'ai vraiment apprécié jouer dans les tournois d'été. Puis là, quand j'étais à IMG, on a joué des vraiment beaux prep schools. Euh, je veux dire, en général, il y était vraiment, tu sais, des prep schools privés très, très beaux. Il y en a un que je me rappelle. Il y en a deux. Il y en a un, c'est Navy Prep. On a joué. Je me rappelle pas exactement c'était où, mais je me rappelle, c'était juste à côté de l'eau. Très, très beau comme terrain. Et un autre prep school qu'on a joué, ça s'appelle Brewster, je pense, Brewster Academy au New Hampshire. Ça, c'est un autre campus incroyable. Les deux campus, c'était comme un peu juste à côté de l'océan, donc c'était très beau. Ok. Max, on va quitter rapidement le lacrosse, juste pour reparler un petit peu de ta vie privée, si ça te dérange pas. Mhm. Ton père, du coup, est américain et ta maman est canadienne, c'est ça? Ouais, Euh, exactement. Comment ça se passe la cohabitation, en fait, la double culture? Comment tu l'as vécu, toi? Ben, en fait, moi, c'était vraiment, même aujourd'hui, dans le fond, je parle seulement en français avec ma mère et je parle seulement en anglais avec mon père. Donc, c'est quelque chose qui était tout le temps, important dans notre famille, tu sais, d'être capable de vraiment bien parler les deux et d'être capable de séparer ça, tu sais, de pas mélanger les deux parce que je pense que en termes de parents, si tu essaies d'élever un enfant puis les deux ils parlent, tu sais, l'enfant il va finir par vouloir parler une langue plus que l'autre. Mais tu sais, je pense que même aujourd'hui, je veux dire, je reconnais les deux aspects de tu sais, ma culture. Tu sais, j'ai beaucoup de familles américaines. C'est sûr que j'ai vraiment plus habité au Canada, à Montréal. Donc, tu sais, c'est vraiment un mélange des deux. Toi, ton père, il a joué au lacrosse, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes de ta famille qui jouent au lacrosse ou il y a que vous deux? Non, il y a d'autres personnes. De mon côté américain, mon cousin, euh, mon cousin, en fait, il a joué Division 1 à Bucknell. C'était un gardien de but. Son nom, c'est Sam Fennell. Il a joué dans le temps, là, il est un petit peu plus vieux que moi, là. Il doit avoir à peu près 6 ans de plus que moi. Euh, donc lui, mon autre cousin Henry, il a joué à la crosse, mais un petit peu moins sérieux. En fait, il a joué à l'Université du Vermont, mais il a joué pour l'équipe club. Donc pas l'équipe Division 1. J'essaie de penser s'il y en a d'autres, mais ça, je pense que c'est tout là, quand j'y pense. C'est vraiment les gars, les gars dans la famille. Ok, super. Ouais, donc à la limite, des fois, si vous faisiez des réunions de famille, ça devait être sympa après.
un petit, un petit Ouais, match, un petit match pour la ouais, beaucoup, digestion. beaucoup de conversations autour de Ouais, la crosse, là, autour de c'est la sûr. crosse, ah ouais. Les Ouais. vraies Puis même familles, ouais. mon cousin Sam, il a grandi au New Jersey, donc en fait, il a joué pour la même équipe que moi, le Tri-State, avant moi. Puis il a eu les mêmes coachs que moi, donc c'était drôle que je suis passé dans la même équipe. Super. Est-ce que tu as une histoire complètement dingue, une anecdote complètement dingue qui t'est arrivée dans le cadre du lacrosse? Alors, ça peut être, comme je dis, quand je me répète maintenant, ça peut être soit sur un match ou soit en dehors, mais c'est qu'il soit dans le cadre du lacrosse. Ouais, j'essaie de penser à quelque chose qui est assez PG. Tu sais, je pense que Histoire dingue, c'est vraiment, tu sais, c'est tough, là, parce qu'il y a, il y a, il y a, il y a beaucoup de trucs. Mais là, je pense que je vais rester plus dans la crosse. Euh, Après, tu peux nous en raconter deux si tu veux. Il n'y a pas ouais, de c'est souci. ça. Il n'y a pas de souci. Non, mais en fait, je pense à une histoire drôle que c'est quand j'étais à IMG, on jouait contre l'équipe que je te disais tantôt, Haverford, qui était classée numéro un aux États-Unis. Nous, on était complètement pas classés, là. On était assez nouveaux comme équipe. Puis, une nouvelle équipe, tu sais, ça faisait peut-être 3 ans qu'elle existait. Et on perd le match. Et en sortant du terrain, il y a eu comme une espèce de brawl où tout le monde se battait sur le terrain. Il y avait des coachs, il y avait des parents. C'était très, très intense. Puis c'est drôle, on se renvoie la vidéo de temps en temps dans notre groupe de gars de cette année-là. Puis c'était assez incroyable. Mais je pense que tu sais, l'équipe, ils ont gagné, mais ils n'étaient pas contents que ça soit aussi proche que ça. Puis, donc, des fois, ouais, c'était intéressant comme moment. Ouais, je vois, ouais. Ils sont gagnés sur le terrain, mais peut-être pas en dehors, c'est ça? Ouais, exactement. Ok, je te remercie. Écoute, Max, je pense qu'on va arriver tranquillement vers la fin du podcast. Avant ça, je vais te poser une dernière question. Quels sont tes futurs projets pour le lacrosse? C'est une bonne question. Euh, je pense, tu sais, pour le moment, tu sais, je vais continuer avec McGill. Tu sais, je pense que tu sais, continuer à faire mon possible d'aider l'équipe le plus que je peux dans toute situation. Euh, et je dirais que ça va être peut-être ma mission principale. Et là, France Lacrosse, c'est quelque chose qui est nouveau que je veux continuer à m'impliquer. Euh, Ça va juste ça dépend tout le temps de mes disponibilités et sont où les événements. Mais je pense que ces deux choses-là, là, je veux continuer à faire et rester impliqué dans le sport. Ok, est-ce que tu as prévu de revenir en France l'année prochaine, peut-être? Ouais, certainement. Je pense Ouais, que, tu sais, je sais que on s'est parlé. Je pense qu'il y a un événement à Paris euh, à l'automne. C'est ouais, sûr que ça coïncide un peu avec ma saison de McGill, donc ça, ça va être ça va être un peu compliqué. ok. Mais c'est vraiment, tu sais, pour moi, c'est vraiment, tu sais, s'ils m'invitent, s'ils me veulent comme coach à un certain événement, ils me demandent, puis moi, je dis, regarde, oui ou non, je suis disponible. Donc, c'est tough de dire maintenant exactement où je vais être et quel événement. Et, tu sais, des fois, il y a plus de préparation, des fois, c'est un petit peu plus de dernière minute. Donc, mais je suis très ouvert. Bon, ben, du coup, alors j'espère qu'on te verra bientôt sur les bords du terrain, alors. Ouais, certainement, c'est sûr. Ben, écoute, Max, je te remercie énormément du temps que tu nous as accordé. Je vais te laisser repartir à ta vie. Je sais que tu es, comme je te disais, je sais que tu es très occupé. Merci énormément. Ça me touche beaucoup que tu nous aies accordé du temps. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Ouais, ben regarde, merci Kev de m'avoir invité sur le podcast. Je sais que c'était pas tout le temps simple là, avec les problèmes techniques, mais j'espère que ça va faire un produit final acceptable pour vous. Mais non, tu sais, je pense que tu sais,
je pense que la crosse en France, c'est quelque chose qui développe rapidement et ça développe vite. Je pense que c'est quelque chose qui est beau à voir et je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va continuer tu sais, la croissance, ça va continuer. Et c'est ça, j'aimerais ça être là puis être impliqué et de coacher en français. À McGill, tu coaches en anglais, c'est ça, uniquement en anglais? C'est majoritairement en anglais. Ouais, je sais. On a certains joueurs qui sont québécois qui préfèrent le français. Je dirais on a à peu près 5 joueurs québécois, donc, mais je te dirais, tu sais, 95% du temps, là, c'est en anglais. Ouais, de toute façon, je sais que c'est une université quand même très anglophone, McGill, c'est ça? J'en Ouais, parlais la dernière exactement. fois avec Keita, et j'en parlais avec Keita, lui disait, ouais, c'est Mhm. très anglophone. Donc même les Québécois, je pense qu'ils doivent quand même parler anglais. Ouais, je pense que, tu sais, en termes de quand tu parles à toute l'équipe, c'est en anglais, mais, tu sais, de temps en temps, si il y a un joueur québécois et tu sais qu'il préfère le français, tu sais, pour des instructions sur le côté, là, on peut y aller en Super. français. Ok, super. Bon, ben écoute, Max, je te remercie énormément et je te dis à très vite, j'espère. Ouais, ouais, Allez, mais merci beaucoup, Kev. Puis je te souhaite, bonne chance et bon succès avec le podcast et avec tout ce qui est la crosse en France. yes. À bientôt, Max. OK, ciao. Ciao. Merci de nous avoir écoutés. N'hésite pas à liker, t'abonner et commenter. Et à très vite.